Bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir de présenter à ces grands circuits sur lesquels Testoon est partenaire depuis de nombreuses années maintenant. Donc, quelques mots d'abord pour présenter Testoon. Testoon est une société que j'ai eu le plaisir de créer en 2007, pardon, donc ça fait déjà une quinzaine d'années. Et donc, depuis 2007, Testoon équipe les professionnels du bâtiment et de l'immobilier, comme les diagnostiqueurs immobiliers, les bureaux de contrôle, les mesureurs de l'étanchéité à l'air, mais également des maîtres d'œuvre, des entreprises du bâtiment, avec de nombreuses technologies de mesure, de contrôle et de diagnostic in situ, qui permettent d'une façon générale de contrôler le bâtiment, donc qui est la thématique générale de ces webinaires de Améliorons la ville, et ceci dans le but de comprendre, d'améliorer, de respecter des contraintes réglementaires qui sont elles-mêmes liées à la santé, donc un des sujets d'aujourd'hui, mais également le confort, l'efficacité énergétique, et ceci dans les lieux de vie, donc l'habitat, et dans les lieux de travail. Voilà, donc moi je suis tombé dans les appareils de mesure il y a 35 ans, et depuis j'y prends toujours autant de plaisir, j'en découvre tous les jours. Et donc j'ai une petite question, là, si Xavier tu peux reprendre la main et passer ton questionnaire. Donc là, j'aimerais savoir si vous mesurez, donc c'est un petit peu pour avoir une tendance sur l'audience que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous mesurez, vous testez, vous diagnostiquez, ou alors est-ce que vous appréhendez votre métier différemment? Donc là, il y a un petit questionnaire. Voilà, donc là, je reviens donc pour poser cette question. Cette question s'adresse aussi bien aux professionnels À tout qu'aux le maîtres monde, c'est d'ouvrage. juste pour un peu voir qui nous avons aujourd'hui et quelle est la sensibilité de chacun à ces problématiques. Alors, je propose il n'y a qu'une seule question, mais il y a des choix multiples dans les réponses. Voilà, donc je vous présente la question. Donc, c'est dans mon métier, les appareils de mesure, contrôle ou diagnostic sont obligatoires. Ça base même de mon intervention. Indispensable, ça me permet de bien identifier les points à traiter. Donc, je vous laisse commencer à répondre. Hein. Utile, cela me rend plus efficace. Superflu, je fais tout à l'instinct et à l'expérience. Inutile et ne sais pas. J'aimerais en savoir plus sur les appareils. Voilà, on vous laisse voter. Allez, une dizaine de secondes. 9, On peut en mettre 8. plusieurs. On peut mettre une seule ou on peut mettre plusieurs, je crois. Ah oui, c'est question à choix Ah multiple. non, Hein, là, je crois, non. là, j'ai plus le. Ah, mais non, c'est unique. C'est une seule. Ah oui, alors là, il faudra qu'on mette un peu de qualité, nous, dans la création de nos sondages, parce qu'on se trompe. On s'est trompé. Excuse-nous, Pas Jean-Michel. grave. Voilà, les 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, je mets fin au vote et je présente les résultats qu'on va pouvoir constater. Jean-Michel, tu vois les résultats? Oui, très intéressant, très instructif. Donc, on a la moitié de l'audience qui utilise des appareils de mesure dans le cadre de son activité. Donc, j'imagine effectivement des gens qui font du diagnostic ou du contrôle technique indispensable. Donc, ce sont des outils bien évidemment très utiles pour réaliser ces missions. On est plus efficace avec. Je vois que plus personne ne fait ça au pif, à l'instinct ou à l'expérience. Bon, c'est peut-être aussi la poule et l'œuf. Hein. Les gens s'intéressent à ces sujets et comprennent l'intérêt de mesurer, tester et contrôler. Et puis, bon, c'était un petit peu une blague. Il y a déjà suffisamment de gens qui contrôlent mon travail. Donc, mais c'est vrai, on est dans un monde où, en France, on met en place des réglementations et puis il y a des gens qui les contrôlent. Donc, ça peut parfois un petit peu énerver, mais si on fait son travail correctement, on devrait pas le craindre. Voilà. Merci. Je vais reprendre. Je peux continuer directement. Comment ça se passe? Oui, Voilà, c'est c'est ça. bon, c'est reparti. Alors, ouais, comme je le disais, ça fait bientôt une quinzaine d'années que nous avons le plaisir de servir les métiers du contrôle technique dans le bâtiment. Et il y a des actualités. Hein. Qu'est-ce qui se passe en 2021? Pardon, je me suis trompé. Quoi de neuf en 2021? Il y a déjà il y a 3 sujets, je pense, qui sont vraiment à l'ordre du jour cette année. Il y a le nouveau DPE, donc on en a longuement parlé déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais le nouveau DPE permet d'une part de passer en tout 3 CL. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus question de faire l'impasse sur l'identification et la mesure lorsque l'on fait un DPE. Alors c'est vrai que pour certains, la mesure de facture était peut-être plus simple. Le fait de faire des DPE blancs, c'était également plus simple. Mais aujourd'hui, voilà, il faut que tout le monde soit formé et équipé correctement pour pouvoir faire l'identification et les mesures pour pouvoir donner des données d'entrée dans les logiciels qui soient renforcées.
Tout ce qui concerne les préconisations d'amélioration et de travaux, donc c'est un concept qui est vraiment renforcé avec le nouveau DPE, le DPE numéro 3, comme disait Stéphane, et avec une ventilation, une prise en compte accrue de la ventilation dans ces préconisations de rénovation. Donc ça, c'est des sujets effectivement qui nous a permis d'avoir cette idée de relier les deux sujets sur le DPE, la qualité d'air et la ventilation. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout depuis le début de cette présentation, mais qui est aussi très très importante. C'est tout ce qui concerne ce qu'on appelait avant la réglementation thermique, qui va s'appeler donc désormais la RE, la réglementation environnementale. Donc la RE 2020, dont la mise en place est désormais positionnée au 1er janvier 2022. Hein. Ça a été repoussé de 6 mois il y a quelques jours. Et bon, je ne vais pas vous parler de la RE 2020 parce qu'il y aurait également de quoi parler jusqu'à ce soir, mais il y a un certain nombre de nouveautés dans la RE, et notamment vers une obligation du contrôle des systèmes de ventilation avec des mesures, mesures de débit aux bouches, mesures de pression aux bouches hygroréglables, mesures éventuelles d'étanchéité du réseau aérolique. Et tout ceci, c'est parce qu'il y a une reconnaissance que la qualité de la ventilation est vraiment partie intégrante aujourd'hui de ces exigences environnementales que l'on met sur le bâti. Et pour ce faire, il y a un nouveau protocole qui est en train d'être déployé, qui s'appelle le protocole Promévent. Alors, on a eu l'occasion l'année dernière de faire un webinaire spécialement dédié à ce protocole Promévent. Ce protocole Promévent va servir de base à ces contrôles, à ces obligations de contrôle des systèmes de ventilation dans le neuf. Mais je prends quand même un certain plaisir à en parler ici parce que ce protocole peut absolument être utilisé dans d'autres circonstances et peut être utilisé pour faire des diagnostics dans l'ancien également, donc soit dans un but de rénovation, soit pour un but tout simplement de vérifier le bon fonctionnement de son système de ventilation. Et comme on l'a dit déjà de nombreuses fois ces dernières heures, eh bien une bonne ventilation, bien installée, bien nettoyée, et dont on peut contrôler le bon fonctionnement, va contribuer grandement à la qualité d'air intérieur. Et donc là, il y a un véritable enjeu. Et puis, bien évidemment, on parle énormément de toutes les aides et toutes les obligations qui vont être de plus en plus contraignantes sur la remise à neuf, donc la rénovation. Et on voit un discours qui est en train de changer, et grâce au DPE, grâce à la RE 2020, grâce à tout ce qu'on dit sur la rénovation. Aujourd'hui, la rénovation, on parle de plus en plus de rénovation globale. Et quand on parle de rénovation globale, on pense à la mise en place d'une ventilation. Quand on parle pas de rénovation globale, on parle juste de changer de fenêtre, changer de chaudière, mettre de l'isolant. On ne parle jamais de la ventilation. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai changement d'état d'esprit. Et ce changement d'état d'esprit va permettre également donc de travailler sur ce sujet. Alors, quand on parle de la ventilation, et j'ai entendu tout ce qui s'est dit tout à l'heure, et là je vais être un petit peu redondant, entre la QAI et le renouvellement d'air, eh bien c'est cause et conséquence, hein, bien évidemment. La conséquence d'une mauvaise ventilation, c'est une mauvaise qualité d'air. Hein, et effectivement, on s'est rendu compte, même si les théoriciens le savaient, que depuis la RT 2012, sur lequel on a mis l'accent sur l'efficacité énergétique en mettant d'abord en avant le bâtiment plus étanche, on bâtit plus étanche, on bâtit plus isolé, et tout ceci pour moins consommer. Et donc, comme ça a été dit, si on ne traite pas la ventilation en même temps, et donc ceci est vrai aussi bien en RT, donc dans le neuf, qu'en rénovation, et bien comme ça a été dit juste avant, et bien on va créer des effets de thermos, et donc il faut absolument traiter ces trois sujets en même temps. On ne peut pas ignorer la relation entre bâtir économe et maîtriser la QAI, et donc maîtriser le renouvellement d'air. J'ai parlé de Promévent tout à l'heure dans le préambule du document qui s'appelle donc le guide d'application de Promévent, que vous trouverez assez facilement sur Internet. Il y a cette phrase donc, qui dit que la qualité de la conception, au regard des exigences thermiques, a permis de limiter les infiltrations d'air dans les logements, favorisant ainsi un meilleur renouvellement d'air. Et donc, malheureusement, cela, si c'est mal fait, augmente la concentration de certains polluants.
qui peuvent donc être plus élevés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, une bonne qualité d'air intérieur résulte à la fois de la réduction des polluants à la source, mais également des pratiques d'aération et d'un bon fonctionnement des installations de ventilation. Donc ça, c'est un sujet auquel on va pas couper dans les années qui viennent. Il y a déjà eu plein de présentations sur le sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité d'air intérieur? C'est des bonnes conditions hygrothermiques. Hein, donc, c'est ce qui va donner le confort thermique, la température et l'humidité. Ce sont les matériaux. Ce sont les comportements humains, donc la façon dont on cuisine, ou on fait le ménage, ou on bricole. Et puis, c'est tout ce qui tourne autour de la combustion, les systèmes de chauffage. Et donc, tout ceci peut être donc amélioré par des systèmes de ventilation. Donc ça, c'est pour ce qui se passe à l'intérieur. Et puis l'extérieur, toutes les agressions extérieures, on en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Alors, tous ces phénomènes, que ce soit donc qualité d'air ou bon fonctionnement des systèmes de ventilation, peuvent se contrôler, peuvent se mesurer. Donc, chez Testoon, on a plusieurs milliers d'appareils de mesure. Et donc là, je ne vais bien évidemment pas passer du temps sur chacun, mais il faut savoir donc, que pour contrôler la qualité d'air, on va soit tester la conséquence, c'est-à-dire la qualité ou la non-qualité de l'air, soit la cause, c'est-à-dire le bon fonctionnement des systèmes de ventilation ou des systèmes énergétiques. Donc quand il s'agit de tester les paramètres hygrothermiques, donc ça va être le confort, donc la température réelle, la température ressentie, le taux d'hygrométrie, on a beaucoup parlé de l'importance d'avoir un taux de vapeur d'eau suffisamment bien maîtrisé, la vitesse de l'air également au niveau des personnes. On va également pouvoir tester, contrôler, vérifier des niveaux de polluants, donc que ce soit des polluants intérieurs, tels que le CO2, les COV. Donc il y a des systèmes qui existent, donc par exemple ces petits appareils noirs qui sont des petits mouchards que l'on va pouvoir poser dans une pièce avec des petits badges à l'intérieur qui vont pouvoir enregistrer pendant une certaine période de temps. C'est typiquement le type d'appareil qu'on va mettre dans les ERP, notamment dans les écoles, pour vérifier ce qui se passe pendant une semaine. Et on va en déterminer des paramètres tels que les indices de confinement qui vont nous permettre de mieux redimensionner la ventilation, mais également de capturer ce qui se passe au niveau de ces polluants tels que les COV et les aldéhydes. On va pouvoir également capter les polluants extérieurs, donc soit sous forme de particules fines, soit sous forme de métaux lourds, les hydrocarbures ou les benzènes, que l'on va pouvoir également capter par différentes techniques sur lesquelles je vais parvenir. Et puis, il y a tout ce qui est les gaz, on va dire, dangereux, qui peuvent être pour certains radioactifs ou cancérigènes. Et donc, on va parler donc de gaz tels que le radon ou l'ozone, qui peuvent donc créer directement des pathologies à plus ou moins long terme. Et puis, donc, on va pouvoir vérifier les performances des systèmes de renouvellement d'air. Donc là, on va rentrer, par exemple, dans le protocole Promévent et on va regarder ce qu'on va pouvoir faire en termes de mesure du bon fonctionnement des bouches, de hydro-réglables, du bon fonctionnement des débits aux bouches, également des possibilités de vérifier l'étanchéité des réseaux aéroliques, puisque un système aérolique bien étanche contribue à une bonne répartition de l'amener ou de retour de l'air, et d'autre part, améliore l'efficacité énergétique. Et donc, en maîtrisant l'étanchéité du réseau, on maîtrise aussi bien la qualité de l'air que l'efficacité énergétique du système. Donc, il existe des outils pour ce faire, il existe des professionnels qui sont formés pour ce faire. Il y a notamment les professionnels qui font des tests d'étanchéité à l'air aujourd'hui, de plus en plus font également et vont proposer de plus en plus ces prestations de contrôle des réseaux aéroliques avec des référentiels qualifiés notamment par Calibat. Et puis, on va avoir tous les outils qui vont permettre de rechercher, d'analyser les pathologies que l'on va retrouver sur le bâti. Alors, moi, je vends des appareils de mesure, je ne vends pas d'appareils médicaux, donc je diagnostique pas les patients. Donc c'était le sujet de la dame de l'APA. Moi, je propose des outils qui vont permettre de rechercher les pathologies qu'on va trouver dans les bâtiments, les humidités, les moisissures, etc. Ensuite, on a tout ce qui concerne donc l'efficacité énergétique. Donc, l'efficacité énergétique, on va travailler sur deux volets. On va travailler d'une part sur les déperditions. Donc, toutes les déperditions de chaleur
qui vont donc s'évanouir dans la nature, donc ils vont passer soit à travers les murs, les parois froides, soit à travers les vitrages, donc les menuiseries, à travers les planchers, à travers les planchers bas, et puis à travers le renouvellement d'air, hein, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais si on veut aussi optimiser le flux énergétique à travers un bon renouvellement d'air, on va pouvoir travailler avec des ventilations type double flux, dans lequel, avec la récupération thermique, on va pouvoir aussi bien mettre des filtres que également améliorer l'efficacité énergétique globale du système. Et puis, de plus en plus, on va travailler également sur l'efficacité énergétique de tous les systèmes, que ce soit donc les systèmes de chauffage, mais également tout ce qui concerne les usages, l'éclairage à ne pas négliger. Hein, on n'y pense jamais, mais aujourd'hui, la façon la plus simple de réduire sa facture, c'est de changer ses ampoules, puisqu'il y a des technologies beaucoup plus efficaces qu'avant. Donc tout ceci peut être audité, testé, vérifié avec toutes sortes d'appareils. Donc que l'on fasse du DPE, que l'on fasse de l'audit énergétique, que l'on fasse des audits avant travaux, que l'on fasse des diagnostics avant travaux ou après travaux, puisque de plus en plus on peut rentrer dans des systèmes où on va pouvoir contrôler ce qu'on fait avant et après les travaux. On va mettre à disposition toutes sortes d'outils. Alors des outils pour d'une part mesurer les bases, c'est mesurer les dimensions de son bâtiment, les surfaces, les volumes, pour pouvoir faire des plans ou des descriptifs techniques, des plans en 2D, 3D, télémètres laser, des choses très sophistiquées maintenant. On va pouvoir également contrôler les matériaux, donc typiquement mesurer les caractéristiques des ouvrants, des vitrages. On peut aujourd'hui contrôler très facilement avec des petits appareils très simples ce que l'on a comme vitrage. On peut tester également les capacités d'isolation de certaines parois. On va pouvoir également, avec d'autres outils, vérifier la mise en œuvre de ces bâtiments ou de ces efforts de rénovation, donc avec des tests d'étanchéité, donc les produits tels que les portes soufflantes. Et puis, on a des appareils aujourd'hui tels que des caméras thermiques qui étaient, il y a quelques années, à des prix extrêmement élevés et qui aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, deviennent le compagnon idéal de n'importe quel professionnel du contrôle technique dans le bâtiment ou des artisans ou des entreprises, puisqu'on peut facilement voir des défauts d'isolation, des ponts thermiques, avec des petites caméras thermiques qui coûtent quelques centaines d'euros. On peut également tester l'efficacité des systèmes d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester des consommations. Donc, il y a des appareils spécialisés pour tester des consommations électriques, du plus simple au plus sophistiqué. On va tester des rendements, donc sur des systèmes de chauffage, de climatisation ou des systèmes d'énergie renouvelable. Et puis, on va une nouvelle fois pouvoir vérifier la performance du renouvellement d'air. Donc là, on fait le lien entre la QAI et l'efficacité énergétique avec des appareils tels que des anémomètres avec des cônes qui vont pouvoir vérifier qu'on a des débits suffisants en bouche. On a dit déjà plusieurs fois que les systèmes de ventilation sont malheureusement souvent pas dans leur bon état de fonctionnement. C'est constaté dans le neuf. Donc c'est pour ça que la RE 2020 va proposer que l'on contrôle déjà au niveau du neuf que quand on livre un appartement, eh bien déjà la ventilation fonctionne correctement, mais très rapidement, on va pouvoir, avec ces mêmes méthodes, proposer aux professionnels des outils pour qualifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation. Voilà. Alors, faire des bonnes mesures, j'ai plus que 2 slides, s'il y en a qui s'inquiètent du timing. Faire des bonnes mesures, c'est déjà avoir les bons appareils, mais c'est également savoir appréhender toute la problématique de la mesure. On peut dire à peu près tout et n'importe quoi à son appareil de mesure si on ne le maîtrise pas. Donc il faut bien maîtriser les performances de ces appareils. Par exemple, ça c'est un exemple, si vous voulez mesurer des taux de formaldéhyde qui peuvent être avec des seuils très très bas, eh bien, il faut bien connaître les performances, par exemple un seuil de détection sur un appareil de mesure de COV, parce que des fois un appareil peut être pas suffisamment sensible. Il faut connaître sa résolution, il faut connaître son éventuelle saturation, son temps de réaction, son temps d'établissement. Voilà, il faut bien comprendre la technique qui est autour du capteur et de la mesure. Il faut maîtriser la métrologie de son appareil.
la métrologie, c'est-à-dire son aptitude à faire des mesures justes. Donc, avoir une bonne précision, avoir une bonne incertitude, et puis dans certains cas, il va falloir rassurer son client avec des appareils qui sont étalonnés et avec une traçabilité pour vérifier que voilà, 1 degré fait bien 1 degré et un pourcentage d'humidité fait bien également est bien maîtrisé avec une bonne précision. Il faut évidemment aussi connaître et maîtriser les conditions d'utilisation. Il y a certaines technologies telles que la caméra thermique par exemple, il faut bien comprendre à quel moment on peut l'utiliser, à quel moment elle est plus performante par rapport aux conditions climatiques par exemple. Et puis ensuite, il faut éventuellement, en fonction de ce qu'on fait, maîtriser des logiciels et puis respecter des réglementations, sachant qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont clairement réglementés, tels que le diagnostic immobilier, tels que la mesure d'étanchéité à l'air. Et là, on doit faire ces prestations dans le cadre d'un référentiel qui va rassurer les clients, les fournisseurs et puis les assureurs et tous les tiers pour s'assurer que l'on réalise ces prestations avec une bonne maîtrise. Voilà, en ce qui concerne donc chez Testoon, on a depuis de très nombreuses années appris à connaître les métiers de nos clients, notamment dans le contrôle technique du bâtiment et de l'industrie. Et de ce fait, je vous encourage à passer un peu de temps sur notre site internet et notamment rechercher les boutiques métiers. Et vous pourrez retrouver sur le site de Testoon la boutique de votre métier. Donc, dans cette boutique, on va vous présenter dans un format qui, on l'espère, vous parle, des propositions de produits et puis parfois des guides de choix ou des guides pour mieux définir les produits dont vous pourriez avoir besoin et les services associés. Voilà, je crois que j'ai terminé, oui, c'est ça. Donc, si Xavier, tu veux reprendre la main. Voilà, je suis là. Merci Jean-Michel pour cette présentation. On voit qu'il y a une palette effectivement d'outils qui est importante et je crois finalement tu as mis aussi en place tout un système pour faire le contrôle sur les appareils de mesure. C'est un élément essentiel parce que on voyait, alors peut-être ça mériterait de rappeler la précision nécessaire parce qu'on parlait tout à l'heure, j'allais dire ce matin, le temps passe tellement vite, mais tout à l'heure avec Lionel Jeannot du CO, du monoxyde de carbone qui est mesuré dans le diagnostic gaz par les diagnostiqueurs. C'est quoi le niveau de précision et est-ce qu'on constate des fois des appareils finalement qui ont plus ces niveaux de précision nécessaires? C'est un bon exemple. Alors effectivement, les appareils de mesure ont ce qu'on appelle une exigence de justesse. Et donc cette exigence de justesse, elle doit être vraie quand on l'achète, mais elle doit être vraie aussi au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois ou quelques années. Et il faut bien comprendre que certaines technologies de mesure, notamment lorsque l'on a ce qu'on appelle des cellules électrochimiques, les cellules électrochimiques, c'est ce qu'on va utiliser dans tous les appareils qui vont détecter des gaz ou de la présence de polluants dans l'air. Et donc, dès qu'on est dans la qualité d'air intérieur, une des questions, c'est est-ce que mon capteur reste aussi performant avec le temps? Et donc, il y a certains capteurs qui ont une durée de vie de quelques semaines ou quelques mois, et d'autres ont une durée de vie de quelques années. Mais ils peuvent avoir une durée de vie, mais également leur performance peut décliner dans le temps. Donc, c'est important de bien maîtriser tout ça, et c'est pour ça qu'on propose aussi à nos clients la possibilité de vérifier périodiquement les capteurs. Alors, pour parler du monoxyde de carbone, c'est un bon exemple. Le monoxyde de carbone, historiquement, on ne le mesurait pas dans l'air, on le mesurait, je dirais pour dire vulgairement, au cul de la chaudière. C'est-à-dire qu'on regardait si la chaudière, dans les rejets que faisait la chaudière dans l'air via la cheminée, on sortait pas trop de monoxyde de carbone. Et donc, les capteurs étaient faits pour mesurer entre 0 et 10 000 ppm de monoxyde de carbone. Et puis, depuis qu'on mesure le monoxyde de carbone dans l'air, c'est-à-dire à côté de la chaudière, et là, on recherche des niveaux de monoxyde de carbone qui sont extrêmement faibles, qui sont de l'ordre de 10 ppm, 20, 25 ppm, c'est ce qu'on trouve dans la norme du diagnostic immobilier. Et ces niveaux, ils sont très faibles. Et les appareils de mesure, il y en a certains qui ne savent pas les discerner. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous dire « Oui, moi je sais mesurer du monoxyde de carbone, mais je vais le mesurer à 20 ppm près. » Alors quand vous recherchez 10 ppm et que vous êtes à 20 ppm près, il y a un problème. Et ça, c'est des choses auxquelles nous, on est rodés et on conseille nos clients par rapport à l'objectif d'utilisation de ces produits. Et on va proposer également
les services qui vont permettre de vérifier et qui peuvent arriver à ce que, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on soit amené, par exemple, à changer son capteur. Voilà, ce qui fait partie du contrôle technique des appareils de mesure. Ouais. J'ai posé une petite question là dans le chat. On va voir si les gens répondent. C'est pour faire un test aussi d'interaction. C'est est-ce que le public, est-ce que vous avez des propres appareils de mesure, hein? Je sais pas, il y a des maîtres d'ouvrage, bailleurs, collectivités. Est-ce qu'ils ont leur propre appareil de mesure ou est-ce qu'ils font appel à des professionnels pour faire ces mêmes mesures? On va voir ce que vont nous répondre ce public. Est-ce qu'il y a sur la qualité de l'air intérieur, est-ce qu'il y a des innovations qui arrivent? Je sais qu'il y a des sociétés qui ferraillent ou qui bataillent pour lancer des nouvelles choses. Il y a un gros débat sur les mesures de qualité d'air entre les technologies, on va dire, dites de prélèvement d'air, c'est-à-dire les technologies qui consistent à dire je viens sur le site, je prélève l'air, alors par exemple avec une pompe qui va prélever un certain flux d'air au travers d'un filtre, ou alors avec des badges passifs qui vont être imprégnés de l'air et qui donc vont récupérer des polluants. Et donc, ces techniques dites de prélèvement d'air, c'est je prélève, j'envoie mon prélèvement dans un laboratoire qui va analyser ce que j'ai dans mon prélèvement. Ça, c'est les techniques, on va dire un peu anciennes. Et puis, de plus en plus, on a des appareils qui permettent de réaliser directement le prélèvement et la mesure sur le terrain, hein, comme ça a été le cas, par exemple, il y a quelques années avec le plomb dans les peintures. Hein, on est passé d'une méthode de prélèvement à une méthode de mesure terrain. Avec la qualité d'air, c'est la même chose, mais il y a encore, je dirais, voilà, des débats sans fin entre la qualité, le prélèvement, qui est le propre des laboratoires d'analyse, et les vendeurs d'appareils de mesure qui proposent des solutions techniques qui permettent de faire des prélèvements. Mais de plus en plus, on glisse vers un monde dans lequel les appareils vont pouvoir directement faire leurs analyses sur le terrain, ce qui va permettre ensuite de faire des choses très sympathiques, du genre, je pose des capteurs, ces capteurs sont reliés à l'Internet des objets et donc vont pouvoir récupérer les données et les envoyer toutes les 10 minutes sur un cloud et de n'importe où, on va pouvoir regarder l'évolution de ces données sans devoir se déplacer sur le site. Informations que l'on obtient en temps réel et donc qui permettent tout de suite d'agir sur le terrain sans attendre les résultats d'une analyse. Ouais. Là, je te pose une question. Il y a des outils, ça me fait penser à une boîte qui a été rachetée par Legrand, c'est Netatmo, Oui. qui a été rachetée par Legrand, qui faisait dans le marché, c'était plutôt le particulier. Hein. Est-ce que c'est des outils comme ça, c'est des outils qui sont suffisamment précis, qui sortent des infos suffisantes pour la qualité de l'air dans son logement? Ça, c'est l'autre précaution à prendre, c'est-à-dire que, notamment dans la qualité d'air, hein, c'est-à-dire que dans la qualité d'air, souvent, vous avez des produits grand public dont les seuils de détection ne sont pas suffisants pour atteindre certains niveaux que l'on souhaite mesurer. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important de bien regarder. Et souvent, pour le grand public, on va vulgariser à fond et on va dire, par exemple, mon appareil va mesurer des COV, par exemple. D'accord ? Et on va vous dire, oui, on va détecter des COV. Bon. Et alors qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est les formaldéhydes qui sont les COV dangereux. D'accord ? Et en fait, on fait parfois un amalgame et on vous dit non, mais le formaldéhyde, c'est un COV, mon appareil, il détecte les COV. Mais en fait, c'est un petit peu comme si vous disiez, je sais pas moi, il y a de l'acide dans un grand bol d'eau, d'accord ? Et donc, mon appareil est capable de détecter qu'il y a de l'eau, mais il va pas forcément détecter qu'il y a de l'acide dans l'eau. Ouais, c'est une analogie qui est pas forcément très très claire, mais l'idée, c'est de dire, il faut bien comprendre ce qu'on recherche et surtout à quel niveau on veut le rechercher. Voilà. Il y a des appareils que vous allez trouver sur Internet qui vont vous dire, je mesure des COV, mais ils vont les mesurer à un niveau tellement élevé que on ne va pas les voir par rapport à ce qu'on recherche. Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire. Alors après, on parle de ppm ou de ppb, partie par million ou de partie par billion. Voilà. Donc, si on n'est pas capable de voir des ppb et ce qu'on recherche, c'est des ppb, ça ne sert à rien d'acheter un appareil de mesure qui va mesurer des ppm. Voilà. Je sais pas si...
Et puis, billion, c'est combien? C'est Par combien? billion, milliards. Les Milliards. milliards, en fait. Ouais. Partie par milliard. Mais Oui, donc certains c'est extrêmement polluants, précis. tels que les formaldéhydes, sont dangereux s'ils sont présents sous forme de ppb dans l'air. Donc, il suffit de très, très, très faibles molécules dans l'air pour que ça devienne dangereux. Et donc, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, c'est pour ça que ces histoires de seuil de détection, par rapport à ce qu'on recherche, c'est extrêmement important de bien comprendre et de bien le maîtriser. Et pour répondre un peu à la question qui était posée précédemment, si on ne maîtrise pas ces techniques, effectivement, on peut se laisser attirer par des solutions dites grand public qui peuvent vous donner des indications. Mais si on recherche quelque chose de vraiment très précis, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Voilà, c'est clair. Alors, sur la question que j'avais posée, j'ai eu deux témoignages. Ta métaphore, je ne sais pas si elle était sur Elle n'a pas été comprise. On a eu plein de questions sur l'acide, des gens qui n'ont pas compris. Non, c'est une boutade. Un bailleur qui nous dit: j'ai une sonde thermique pour les murs. Effectivement, est-ce que une sonde thermique, ça peut être utilisé par un J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. C'est une sonde thermique, il n'y a pas quelque chose qui permet de mesurer le coefficient mesurer un K? flux thermique à travers d'une mure, ou mesurer une résistance thermique à travers d'un mur. Je ne sais pas ce que fait le monsieur, mais il pourra venir me voir peut-être après pour qu'on en discute. On a eu l'occasion d'instrumenter des bâtiments à des fins de recherche, et donc à ce moment-là, on a bardé le bâtiment de capteurs, que ce soit des capteurs de température, d'hygrométrie à l'intérieur des murs, à l'intérieur, à l'extérieur, et également des capteurs de flux thermique. Et ça, ensuite, on engrange beaucoup de données et ça va nous donner beaucoup d'informations sur la façon dont les bâtiments réagissent en fonction des conditions climatiques extérieures et des systèmes de chauffage. Voilà, c'est pour savoir comment les parois, là, ce que j'entends, c'est comment les parois sont isolées. C'est vrai que des fois, sur la partie rénovation, on ne sait pas ce que j'ai dans mon millefeuille de parois, et donc on a des instruments qui permettent de détecter le flux d'énergie qui passe dans ça. Oui, c'est ça. Ça reste. Alors, il y a d'autres sujets également. Il y a des méthodes qui sont en train d'être développées qui vont essayer de mesurer la déperdition globale, la déperdition thermique globale de l'enveloppe. Pour simplifier, c'est des systèmes dans lesquels on va chauffer rapidement le bâtiment pendant quelques heures, et puis ensuite on va regarder au bout de combien de temps la température va diminuer, ce qui va nous donner des informations globales sur l'efficacité de l'enveloppe. Et puis il y a effectivement des systèmes de capteurs de flux qui permettent de voir à travers un morceau de mur. Mais là, on n'est pas sur des outils très très simples d'approche. Ça demande quand même pas mal de professionnalisation dans la mise en œuvre de ces techniques de mesure. Nos enfants, des fois, ils veulent chauffer rapidement leur chambre aussi, un peu comme ça, et après, un peu trop. Et une autre personne qui fait un témoignage, qui nous dit: nous faisons appel à des professionnels avec une prestation complète. L'étalonnage demande un suivi et une gestion des appareillages individualisés trop contraignants. C'est ce que tu décrivais. C'est que quand on s'en sert pas souvent, quand on le suit pas, on a du mal à. L'étalonnage, c'est ce qui fait l'essence même de la mesure. Et aujourd'hui, un professionnel peut comprendre qu'il va acheter un thermomètre 10 € et qu'il va mettre 100 € pour l'étalonner. Et puis ensuite, peut-être 300 € pour le réétalonner tous les ans avec une chaîne métrologique très précise. Le grand public, il a du mal à comprendre ça. Donc, et puis, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est-à-dire que si vous achetez un appareil pour faire une mesure et qu'il faut l'étalonner pour s'assurer de la précision de la mesure, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui, lui, va l'utiliser tous les jours. Et donc, il va avoir un meilleur retour sur investissement et va savoir gérer également cette problématique de métrologie associée. Oui, donc avis aux professionnels comme aux maîtres d'ouvrage sur cette partie d'étalonnage. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel pour cette présentation. C'est encore un grand plaisir de t'avoir eu avec nous.